Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Bérengère Colli. Donc Bérengère est maîtresse, alors pas maîtresse professeure des écoles, maîtresse de conférences à l'ESPE de Créteil. Et elle est l'auteure d'un livre, Montessori, l'esprit et la lettre. Vous verrez dans ce podcast, Bérengère se place vraiment en tant que chercheur. Et le rôle d'un chercheur, ça va être de décrire plutôt que de prescrire. Donc elle ne milite pas pour la pédagogie Montessori, comme moi j'aurais un peu tendance à le faire, mais elle va décrire cette pédagogie. On a échangé sur les qualités principales à développer quand on accompagne des enfants, sur la posture de l'adulte, qui va être un trait d'union entre l'enfant et le matériel. On a également parlé aussi des kits qu'on peut trouver dans le commerce, des coffrets. Enfin voilà, on a abordé plein de sujets et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je laisse place à ma conversation avec Bérengère. Bonjour Bérengère. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ce podcast. Voilà, on avait déjà échangé un petit peu au mois d'août. Et donc, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter pour les auditeurs ? Alors, oui, bien sûr. Je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Je suis donc maîtresse de conférences rattachée à l'université Paris-Est Créteil. Et dans ce cadre, j'enseigne à l'INSPE de Créteil. Donc, je forme les futurs enseignants du premier degré. D'accord. Et si j'avais bien compris, au mois d'août, quand je vous avais contacté, vous me parliez de préparation de concours, de correction de mémoire. Est-ce que c'est une petite partie de votre quotidien, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Si vous pouvez nous détailler un peu comment votre quotidien se passe, quelles sont vos actions au fil des mois. Alors, à l'INSPE, j'ai un rôle, je suis recrutée en tant que philosophe, entre guillemets, c'est-à-dire que la formation des enseignants se partage entre éléments plus disciplinaires et éléments autour du vivre ensemble et des éléments autour de la pratique. Disons qu'il y a on pourrait dire comme ça qu'il y a trois piliers. Et moi, j'interviens autour des questions de vivre ensemble en tant que philosophe, donc tout ce qui relève du rôle de l'école, la connaissance du système éducatif et l'éthique enseignante, c'est vraiment disons mon domaine, et j'accompagne aussi la pratique, c'est-à-dire que je fais des visites en classe et puis des visites conseils, et donc je vais dans les classes, j'observe les collègues en train d'agir, et puis nous en discutons ensuite pour voir comment les aider, comment est-ce que chacun peut avancer dans son apprentissage du métier. D'accord. Et quand vous observez les classes, c'est pas forcément des classes Montessori, ça peut être des classes traditionnelles aussi. Ce sont jamais des classes Montessori. Ah, jamais. Alors, sauf s'il y a des adaptations de Montessori, mais je travaille dans le public, et tout ce que je fais autour de Montessori relève de mes recherches. Je ne forme pas autour de la pédagogie. J'ai pas de cours ni de contenu lié à cette pédagogie. D'abord parce que il y a pas la place pour, c'est pas mon rôle. Et ensuite parce que je le souhaite pas particulièrement, ce sont mes recherches et je tiens à ce que ça reste autour de la recherche. Je trouve que les rôles soient bien déterminés. Oui, donc en fait c'est deux choses distinctes. Vous faites des recherches sur la pédagogie Montessori et il y a votre travail, comme vous venez de le décrire, c'est vraiment deux choses distinctes alors. Alors, ce sont deux choses distinctes. En même temps, dans la mesure où je travaille sur les questions d'éthique, ce que je travaille autour de la pédagogie Montessori est aussi lié à l'éthique. Donc là, il y a un premier pont. Et le deuxième pont, c'est le travail, et peut-être ce que je porte, qui est la question du respect de l'enfance à l'école. Et ça, de fait, mais c'est pas propre à la pédagogie Montessori, c'est aussi quelque chose qui est partagé par un tas de pédagogies. Donc, ça c'est une chose que je porte et qui transparaît de fait dans mes cours. Je pense, j'imagine en tout cas. Oui, parce que quand je vous avais posé une question cet été, je vous avais demandé, alors je l'avais un peu mal formulé ma question, je vous avais demandé qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette pédagogie, et vous m'aviez expliqué en fait que c'était pas, vous aviez pas forcément choisi cette pédagogie en particulier, mais que c'était un des objets de votre recherche. Voilà, et que donc ça, est-ce que vous pourriez préciser un peu pour les auditeurs ? D'accord. Alors, mon choix, entre guillemets, de la pédagogie Montessori est lié à la fois à un concours de circonstances, c'est-à-dire que je me trouvais et je me trouve toujours rattachée à une équipe à Nancy qui travaille autour de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les pédagogies alternatives depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc, il y avait, disons, un terrain favorable en termes de recherche.
Et il y a aussi une occasion, disons, biographique, puisque je viens d'une famille de montessoriens, donc j'ai une connaissance, disons, un peu interne de cette pédagogie. Donc, ces deux, plus la question de l'éthique, donc tous ces éléments mis ensemble ont donné une espèce de contexte favorable qui m'ont amené à m'intéresser de plus près à cette question de la pédagogie Montessori. Cela dit, il me semble tout de même que, à l'image d'autres pédagogies, comme la pédagogie Freinet ou d'autres pédagogies, cette pensée est mal connue, de mon point de vue, où on croit qu'on la connaît, mais en réalité on la connaît quand même souvent assez mal ou de manière très caricaturale. Et il me semblait tout de même intéressant, du point de vue du chercheur, mais aussi du point de vue du praticien. Je travaille avec des praticiens, je fais pas de distinction entre la théorie et la pratique. Il me semblait que c'était intéressant que des chercheurs puissent se pencher sur cette pédagogie du point de vue des sciences humaines, ce qui, à ma connaissance, est très peu fait. Donc il y avait là une sorte de chance, ou je trouvais que c'était intéressant de se pencher sur cette pédagogie aussi pour ces raisons-là. D'accord. Et quand vous dites que vous venez d'une famille montessorienne, on a envie d'en savoir plus, du coup. Voilà, je ne vais pas non plus parler de ma vie privée, mais je viens d'une famille où la pédagogie Montessori est très présente pour plusieurs membres de ma famille. Alors moi, j'ai fait un parcours, je suis un pur produit de l'école de la République, mais de fait, dans mon entourage, il y a un certain nombre de personnes qui sont passées par un cursus un petit peu différent, donc j'ai une connaissance, disons, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. En fait, quand on regarde la biographie d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des pédagogies un petit peu différentes, c'est souvent le cas, c'est-à-dire souvent il y a un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur, ce qui donne en réalité la possibilité de faire ce qu'on appelle des études de type ethnographique, c'est-à-dire une connaissance approfondie d'un milieu, ce qu'on appelle un terrain, et ça donne la possibilité peut-être de voir des choses là où quelqu'un de complètement extérieur ne les verrait pas. Bien sûr, une certaine rigueur pour ne pas être dans la militance, parce que c'est pas l'objectif, en tout cas c'est pas le mien. Oui, en fait, si j'ai bien compris, le chercheur il va plutôt décrire que prescrire. Il va plutôt décrire que prescrire, tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me semble. Après, il peut souligner des choses qui lui paraissent intéressantes, importantes, novatrices, étonnantes. Mais surtout lorsqu'on travaille, par exemple, quand on travaille en philosophie ou en histoire, on déploie quelque chose, on déploie une pensée, on essaie aussi de traquer les ombres, les choses qu'on ne connaît pas, peut-être aussi déconstruire les mythes, parce que autour des pédagogies, il y a beaucoup de mythes. Ça fait aussi partie de la pédagogie, elle est aussi pétrie de mythes, et c'est bien d'avoir des mythes pédagogiques, mais c'est bien aussi de pouvoir les déconstruire. Et la question que je me pose du coup, c'est donc comme vous avez beaucoup étudié cette pédagogie, voilà, en tant que chercheur, vous êtes vraiment allé en profondeur pour comprendre la pensée de Maria Montessori, hein, c'est bien ça. Est-ce que si j'étais à votre place, en fait, j'aurais envie de transmettre ça aux étudiants qui vont devenir professeurs des écoles. Mais là, j'ai l'impression que ça reste, comme vous dites, ça reste vraiment la recherche d'un côté. Bon, même s'il y a des choses qui transparaissent dans vos cours, la bienveillance, tout ça, vous n'avez pas envie, en fait, de transmettre à ces futurs professeurs des écoles toutes les piliers de la pédagogie Montessori ? Pour l'instant, je crois que les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Ensuite, il y a quand même la pédagogie Montessori est quand même liée à un certain nombre. Il n'y a pas qu'une pensée pédagogique, il y a aussi des techniques très précises et des pratiques tout à fait particulières, singulières, qui se transmettent de praticien à praticien ou de praticienne à praticienne. Et il me semble que pour l'instant, je suis pas habilitée à faire ce genre de choses. Je préfère, et la recherche demande aussi un temps conséquent. Donc c'est vrai que pour l'instant, je préfère m'en tenir aux questions éthiques, et c'est déjà beaucoup. Je crois que c'est déjà beaucoup. Et par ailleurs, ça pose d'autres questions, qui est la place possible ou non de Montessori dans l'école publique. Ça, c'est encore une autre question qui n'est pas tout à fait claire aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que je donne les cours qui sont ceux d'une maquette d'INSPE. Je rentre dans le cadre qui est celui de mes missions, en fait, tout simplement, et je déborde pas mes missions. D'accord. Et quel est votre avis justement par rapport à la place de cette pédagogie dans les écoles publiques ?
un avis un peu plus détaché ou extérieur par rapport à votre métier. Alors, c'est une question complexe parce que c'est une question qui a une histoire. En réalité, je crois que la question de la pédagogie Montessori, elle est liée. Alors, cette histoire, elle est liée à l'histoire en particulier en France. Et l'histoire en France, je dirais qu'il y a deux choses d'importance. La première, c'est l'histoire particulière de l'école de la République et l'histoire particulière de la réception de Maria Montessori en France. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même une réception très particulière de la pédagogie Montessori, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas le cas en Inde, ce n'est pas le cas au Japon, ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons par exemple, où la réception s'est faite dans des écoles principalement privées. Souvent, pas toujours, mais confessionnelle. Et donc, il y a une représentation très particulière de la pédagogie Montessori dans le contexte français. Ce qui fait que le regard que l'on porte ou que l'on pose sur Montessori, il y a souvent ce prisme-là quand on se pose la question de la compatibilité possible ou non entre école maternelle publique française et pédagogie Montessori. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de ce que les chercheurs appellent la forme scolaire, c'est-à-dire une organisation particulière du temps et de l'espace que l'école de la République hérite en réalité du XVIIIe siècle. Et cette forme scolaire très particulière a du mal à bouger. Et la pédagogie Montessori supposerait de faire exploser cette forme scolaire, ou en tout cas de la remettre profondément en cause. Et plus que des questions de compatibilité idéologique, ou voilà, parce que ça pourrait se discuter, mais il me semble que le problème est moins là que dans la question de la forme scolaire. Et puis troisième point qui amène discussion, c'est la question du regard que l'on porte sur l'enfance, et notamment la question des savoirs précoces. Maria Montessori, dans les années 20, autour des années 20, il y a dans l'éducation nouvelle, pas seulement dans l'éducation nouvelle, mais on se pose la question du surmenage de l'enfant. Est-ce que l'enfant est surmené, dit-on, et comment peut-on faire pour ne pas surmener l'enfant? L'enfant est fatigué, intellectuellement fatigué, etc. Et Maria Montessori, à contre-pied quand même d'un certain nombre de ses contemporains, dit l'enfant petit est capable de savoir intellectuel précocement et de manière très puissante. Et donc elle a un regard très particulier sur l'enfant qui va à contre-courant d'une certaine manière de toute une suite de choix qui ont été faits relativement au savoir intellectuel précoce chez l'enfant, en particulier chez l'enfant petit, chez l'enfant de la maternelle. Donc là, il me semble que c'est une question sur laquelle Pauline Kergomar, qui est la fondatrice de l'école maternelle française, a dit beaucoup de choses qui sont très proches de ce que dit Maria Montessori, mais en même temps, elle parle du jeu, elle parle de l'absence. Enfin voilà, elle dit qu'il faut laisser l'enfant un petit peu tranquille, et Maria Montessori n'a pas tout à fait la même vision. Donc voilà, ça serait les 3 points. Alors peut-être on pourrait en rajouter un quatrième qui est la question, mais qui en fait ce quatrième point est lié au premier, c'est la question des fondements philosophiques de la pédagogie Montessori. Est-ce que les fondements philosophiques de la pédagogie Montessori seraient incompatibles, par exemple, avec la laïcité? On se pose la question du christianisme de Maria Montessori en disant, voilà, est-ce que le christianisme de Maria Montessori va contre la laïcité à la française? En réalité, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que cette question n'a jamais été soulevée, cette question-là, dans les revues pédagogiques, on ne se pose jamais cette question. Et donc, c'est une question extrêmement contemporaine. Et donc on ne s'est jamais posé cette question-là. En revanche, on s'est posé davantage la question de la liberté de l'enfant. Laisser l'enfant libre à l'école, mais quelle hérésie. Donc voilà, sans répondre, parce que il faudrait une conférence entière pour répondre à cette question-là, en 4 points, j'espère pas trop long, les questions qui se posent autour de l'articulation possible entre pédagogie Montessori et école maternelle française. D'accord, merci. Et tout à l'heure, vous avez parlé des mythes, donc j'aimerais bien rebondir sur les mythes. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns, des mythes? Alors les mythes, je crois qu'il y en a autour de tous les pédagogues. Oui. Et je me demande, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de creuser cette question-là. Ça fait un petit moment que j'y pense. Je me demande si les mythes sont pas un petit peu nécessaires à une espèce d'engouement
alors, je parle pas des mythes pratiques, je parle plutôt des mythes autour de la grande figure du pédagogue. Alors, en France, ce n'est pas le cas ailleurs. Alors, par exemple, je sais qu'en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pour des raisons aussi historiques, les Allemands se méfient très fortement des mythes autour d'une personne. Mais en France, on aime bien un peu les grandes figures. Et donc, Maria Montessori, il y a toute une légende autour de sa personne, autour de par exemple, ce qu'elle aurait fait. Alors, vous savez que Maria Montessori était une des premières femmes médecins. Alors, une des premières femmes médecins, voilà un beau mythe qui a été, pendant longtemps, on a cru, ou je sais pas, c'est perpétué l'idée qu'elle était la première femme médecin. En réalité, elle est sans doute la troisième. C'est pas sans doute, c'est sûr qu'elle n'était pas la première en tout cas. Donc voilà un premier mythe. Et puis que quand elle était, alors on raconte, alors c'est les biographies aussi qui sont souvent, en tout cas les premiers temps, largement hagiographiques parce que ce sont des proches qui font non pas la promotion. Désolée, c'est mon. C'est pas grave. Qui font pas, non pas la promotion, mais voilà, de fait qu'ils sont tellement proches que du coup, je pense que c'était aussi des personnages. Je dis Maria Montessori, mais aussi d'autres avec une forte aura, une forte personnalité, et donc qui avaient une grande influence aussi auprès de leur entourage. Donc le mythe de Maria Montessori qui allait faire qui allait disséquer les cadavres la nuit parce qu'elle n'avait pas le droit en tant que femme d'assister à des dissections devant des hommes, et donc elle faisait ça la nuit, qu'il y avait une telle puanteur qu'elle fumait des cigares pour pouvoir. En même temps, c'est sans doute vrai, mais vous voyez, comment dire, c'est le fait de le monter en épingle comme ça participe d'une espèce de mythe qui est en partie vrai, mais d'une femme un petit peu une femme pionnière à la très forte personnalité, et qui participe aussi à la vision d'une parfois un petit peu une légende dorée, en même temps d'une légende noire. Il y a souvent les deux vont souvent ensemble d'ailleurs. D'accord. Et alors là, j'aimerais bien vous poser plusieurs questions sur l'enfant. Pour vous, de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir et se construire ? Alors c'est une question large, donc une question difficile. Je crois qu'une des choses qui me semble importante, c'est la question de l'expression. La question de l'expression de l'enfant. Quand je dis expression, c'est l'expression de soi dans le monde et avec les autres, parce qu'on on s'exprime pas tout seul dans le désert, et puis même si on s'exprimait dans le désert, il y a quand même le désert, donc on est quand même on est toujours quelque part et on est toujours avec d'autres, et donc il me semble que la question de l'expression de l'enfant est une chose essentielle. Expression par les paroles, expression par les actes, alors que ce soit des actes de type intellectuel, de type artistique, créatif, individuellement ou avec les autres. Je trouve que c'est une chose essentielle et qui a pas toujours, malheureusement, toute sa place à l'école, aussi pour des raisons structurelles, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a un programme à faire, parce qu'on est pressé par telle ou telle contrainte. Et dans le milieu familial qui parfois de la même manière est un petit peu minoré, parce que là aussi on n'a pas le temps, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on a des contraintes, et donc je trouve que cette question de l'expression pourrait être réfléchie de manière approfondie pour se poser la question qu'est-ce que l'enfant a à dire, et je pense qu'on a tous intérêt à se poser cette question-là. Et pour que l'enfant puisse dire, il faut apprendre aussi à écouter, donc se taire. Donc que les adultes se taisent un peu pour écouter ce que l'enfant a à dire. Ça ne veut pas dire arrêter d'éduquer, mais ça veut dire aussi apprendre à suspendre un petit peu son action de temps en temps pour juste entendre. Oui. Donc là, vous avez déjà un peu répondu à la question suivante. J'allais vous demander en fait quelle qualité un adulte doit développer quand il accompagne des enfants. Donc ça déjà un peu répondu. Alors, je pense qu'on ne peut pas prescrire, mais pour cette question-là, je crois que la meilleure réponse, ça serait sans doute de faire référence à un philosophe de l'éducation qui s'appelle Éric Prérat, et qui dit, alors lui, il parle des qualités du professeur, mais il dit en fait les qualités de tout enseignant, et il en donne en fait des vertus de tout enseignant, il en donne 3, la justice, la sollicitude et le tact. Et je crois que c'est vraiment, il y a pas mieux pour le dire, sans doute. La justice, c'est-à-dire l'égalité et l'équité, être juste dans le rapport à l'enfant, mais être aussi dans la sollicitude,
c'est-à-dire la prise en compte de la vulnérabilité de l'enfant. J'ajouterais, mais avec une perspective qui est aussi contaminée par la perspective montessorienne, une attention aussi, pas seulement à la vulnérabilité de l'enfant, mais à sa puissance et à ses capacités. Et puis le tact, c'est-à-dire, nous dit Préra, le sens de l'adresse, le sens de la relation, le souci du lien, le souci de maintenir toujours ce lien avec l'autre. Et il me semble que ces trois choses, justice, sollicitude et tact, donnent vraiment une grille pour comprendre en réalité tout type de relation, mais plus particulièrement la relation à l'enfant et la relation éducative à l'enfant. D'accord. Et dans la conférence que vous aviez donnée pendant l'Assemblée générale de Public Montessori, l'association Public Montessori, vous avez parlé de l'adulte, en fait, de la posture de l'adulte qui changeait, et que l'adulte, en fait, était un trait d'union entre l'enfant et le matériel. Et ça, j'aurais bien aimé revenir là-dessus, parce que c'est vrai que dans les écoles traditionnelles, ça va être l'adulte qui va transmettre des savoirs aux enfants, avec ou sans matériel d'ailleurs, mais voilà, qui va vraiment être qui va transmettre, alors que dans la pédagogie Montessori, voilà, l'adulte va un peu s'effacer. D'ailleurs, vous parlez aussi du nombre d'enfants dans les classes. Et vous avez, dans cette conférence, vous dites que un adulte ou deux pour 15 enfants, ça peut pas fonctionner, en fait. Donc j'aimerais bien revenir, là-dessus, sur le matériel, la posture de l'adulte. Alors, c'est une question très, très vaste. Là aussi, on pourrait y rester des heures. Que dire rapidement? La question du trait d'union, c'est la notion de trait d'union ou de guide. C'est un vocabulaire qui est utilisé par Maria Montessori elle-même. Et je pense pour le comprendre, il faut revenir sur l'idée que pour Maria Montessori, l'enfant s'éduque lui-même. En fait, c'est une notion assez simple à comprendre. Lorsque l'on apprend, on apprend par soi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut pas se développer à la place de quelqu'un d'autre. Et partant de ce constat qui est en fait, somme toute, très très simple, Maria Montessori dit « l'enfant s'auto-éduque ». Il n'a pas besoin de nous pour apprendre à marcher, il n'a pas besoin de nous, et elle pense qu'il n'a pas besoin de nous pour apprendre à parler. Alors bien sûr, l'enfant a besoin d'être dans un environnement favorable. Et voilà pourquoi l'adulte est un trait d'union entre l'enfant et l'environnement. L'adulte va permettre à cet enfant de prendre le meilleur dans un environnement qui est organisé qui va lui permettre d'apprendre ou de ce qu'il aurait fait de toute manière, mais simplement l'adulte, il est là, et l'adulte et le matériel sont là pour rendre les choses peut-être plus faciles et peut-être pour aller plus vite aussi. Il y a aussi cette idée-là dans la pédagogie Montessori. Donc, l'adulte est un trait d'union, c'est-à-dire que le savoir ne dépend pas de lui. Et je crois que c'est important pour comprendre la pédagogie Montessori. Maria Montessori dit que finalement, les questions relatives à l'éducation, que pour résoudre les problèmes d'éducation, il ne faut pas se pencher sur l'enfant, il faut se pencher sur l'adulte. Et que le problème, en fait, que l'origine des problèmes, c'est pas tant l'enfant, et c'est plutôt l'adulte. Et que si on se centre sur l'adulte et on réfléchit à sa place et on modifie sa place, on va modifier tous les problèmes autour de l'éducation. Donc pour elle, c'est vraiment là qu'il faut agir. Même sur la question des réformes, par exemple. Elle dit c'est bien de faire des réformes pour les réformes structurelles en direction du droit des enfants, par exemple, c'est bien, mais elle dit le mieux, c'est tout de même de réformer les réformateurs. C'est-à-dire que les adultes et les réformateurs eux-mêmes se posent la question de leur rapport à l'enfance et donc aussi à leur propre enfance. Et en parlant de réforme, là j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'en Finlande, à chaque changement de ministre, à chaque fois qu'il y avait un changement, ça ne perturbait pas les réformes au sein de l'école en fait. Alors qu'en France, à chaque fois qu'on change de ministre, il y a souvent une réforme qui s'accompagne du changement. Alors qu'en Finlande, en fait, eux, ça reste stable. Voilà. Alors, ce qu'on peut juste dire, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que la démultiplication des réformes épuise les enseignants dans le système de l'école pour tous, de l'école nationale. C'est sûr que les enseignants sont épuisés par la suite de réformes qui demandent sans cesse de se réadapter, de considérer des programmes toujours nouveaux, et c'est un vrai problème pour travailler sereinement. C'est une évidence.
Et en plus, d'une réforme à l'autre, les programmes viennent toujours de l'extérieur. Alors si j'ai bien compris, le programme il doit venir de l'enfant. Alors que là, avec toutes ces réformes, le programme, même s'il est un peu différent, ça vient toujours de l'extérieur. Alors ça pose une question de fond qui est de savoir si l'enfant a une nature qu'il faudrait suivre et comment déterminer cette nature, et est-ce que nous ne sommes pas avant tout des êtres sociaux. Bon, là on se pose des questions qui sont très vastes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de l'école pour tous a aussi un rôle de ciment de la nation, et donc de fait il se pose cette question de comment est-ce que nous faisons comment faisons-nous pour faire peuple, en fait. Et donc l'école pour tous se pose cette question-là. Donc de fait, il y a aussi une question extérieure qui intervient forcément dans la question de l'école pour tous. Mais alors après, jusqu'à quel point, la question, il me semble, c'est plutôt comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que l'école respecte l'enfance dans l'enfant et à l'école. Il me semble que c'est une question, mais c'est la même chose que ce que vous dites là, mais dit un petit peu autrement. Oui. Et j'aimerais vous demander en fait quelle importance vous accordez aux neurosciences, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis, votre point de vue. Alors, les neurosciences, je remarque quand même que dans les dernières publications que j'ai vues passer, on commence à avoir une espèce de recul par rapport à la question des neurosciences. Donc, il y a encore quelques années, même si c'est très récent, il y avait une espèce de mode où alors tout le monde trouvait que les neurosciences étaient absolument génialissime. Bon, alors la première chose qu'il faut quand même se dire, et voilà, les publications récentes le montrent, c'est qu'il y a beaucoup de neuromythes. Et il semble quand même que les neuromythes, on revient aux mythes d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que les neurosciences participent d'un espèce de mythe autour des questions pédagogiques. En tout cas, il faut se méfier de ce qu'on croit savoir des neurosciences. Et souvent, les neuroscientifiques eux-mêmes, les chercheurs qui travaillent en psychologie cognitive ou en neurosciences, sont très circonspects par rapport à cette vulgarisation autour des neurosciences. Je reviendrai peut-être je serai assez proche d'une position que l'on trouve dans les textes de Maria Montessori elle-même, dès le début du XXe siècle, quand elle commence à écrire. Elle dit que les sciences apportent une matière brute, mais qu'elle n'éclaire pas l'action de l'enseignant. Et elle dit les sciences, ce qu'on pourrait appeler les sciences dures, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, donnent des éléments pour la connaissance scientifique de l'enfant, dit-elle, mais ça ne suffit pas pour faire pédagogie. Ce serait naïf, dit-elle, de croire que ça suffirait pour faire pédagogie. Ce serait confondre l'étude expérimentale de l'enfant et l'éducation. Et je crois que je serai assez proche de cette position-là. Ça ne veut pas dire de considérer que tout ce qui est dit serait à jeter à la poubelle, loin de là. Mais il ne faut pas non plus considérer que ça suffirait pour faire éducation, et encore moins que ça suffirait pour prescrire des choses aux enseignants. Ça, je crois que c'est un risque qu'il faut vraiment souligner en ce moment. Au nom de la science, on prescrirait telle ou telle chose, et il me semble que c'est très dangereux. Oui, donc en fait, on peut s'appuyer sur les neurosciences parce qu'il y a quand même des choses maintenant qui sont prouvées, mais ça ne fait pas tout, quoi. L'observation de l'enfant va rester primordiale et... D'autant que nous savons que, par exemple, l'apprentissage de la lecture n'est pas c'est pas que un circuit neuronal ou quelque chose qui se passe dans le cerveau. Il y a de l'affect, il y a une relation humaine qui se tisse, il peut y avoir des blocages liés à une histoire personnelle de l'enfant, de sa famille, de l'enseignant lui-même. On sait bien qu'il suffit pas d'appliquer une recette, on ne donne pas une méthode de lecture comme on donne un Doliprane. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais ça a permis quand même de découvrir je sais pas si on peut parler d'invariants, mais par exemple pour l'apprentissage de la lecture, on sait que d'apprendre le son des lettres, ça va être beaucoup plus pertinent que d'apprendre le nom des lettres. Voilà. Ça a été, est-ce que c'est les neuroscientifiques qui ont découvert ça? Je me pose la question, mais j'aurais eu tendance à croire que oui, non? Alors, moi j'ai l'impression que sur un certain nombre de points, les neuroscientifiques viennent parfois
confirmer des choses que des enseignants peuvent expérimenter de manière pratique ou de manière concrète. Mais il me semble tout de même qu'on a des tas d'enfants qui apprennent différemment, que souvent d'un enfant à l'autre c'est très différent, et que si on considère qu'il y a encore une fois, la question qui me semble essentielle, c'est la question de la préconisation. Et on peut décrire, que les sciences décrivent, je pense que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est valable pour les sciences humaines, c'est valable aussi, je crois, pour les sciences dures. On peut décrire, de là à prescrire, ça me semble vraiment problématique. Oui, toute la différence est là, en fait, décrire plutôt que prescrire. Oui, voilà. Et après, je pense aussi que c'est important, et d'ailleurs Maria Montessori le disait elle-même, que la pédagogie devienne une science. C'est-à-dire que la question de la transmission elle-même, c'est un art particulier qui se transmet. Or, la plupart du temps, on le méconnaît, cet art-là. Voire les chercheurs eux-mêmes ont peu d'outils pour décrire, encore une fois, pas prescrire, mais décrire cet art-là qui est souvent transmis de praticien à praticien et qui fait toute la richesse. On croit que l'art de l'enseignant se résume à des méthodes, mais c'est loin d'être le cas, y compris dans la pédagogie Montessori. D'ailleurs, c'est un écueil qui guette les Montessoriens de croire que la pédagogie Montessori est une suite de techniques. C'est totalement faux. C'est beaucoup plus que ça, et ce plus que ça, eh bien, il faut qu'il soit décrit par la science, justement, par une science, les sciences humaines, par la didactique, par l'histoire, par la philosophie. Et ça me fait penser à une citation, alors que je ne connais pas par cœur, mais une citation d'Olivier Houdet qui dit, grosso modo, la pédagogie doit s'appuyer sur des connaissances scientifiques actuelles, mais reste un art, à nous d'inventer la suite. C'était quelque chose comme ça, sa citation. Donc ça... Oui, alors moi, en réponse, je dirais plutôt ce que dit Philippe Mérieux. Il disait qu'il y avait trois pieds pour penser l'action pédagogique. Il y a le premier pôle, enfin un des pôles, c'est la question de la science. Si je me trompe pas, l'autre pôle, c'est la question des pratiques, donc la question de l'art. Mais il y avait aussi un troisième pôle qui est la question des valeurs. Et je crois que c'est très juste. En tout cas, moi, je souscris totalement à ce triptyque-là, de dire que l'art seul ne vaut pas, plus que la science seule ne vaut pas, et que l'art et la science sans valeur ne valent pas non plus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous agissons? Et je crois que tout ce battage, souvent aussi médiatique, autour des neurosciences, doit nous poser la question de pourquoi nous faisons cela. Quelles sont les valeurs qui sont derrière tout ça? Si on choisit une méthode plutôt qu'une autre, c'est pas seulement une question d'efficacité. Sinon, ça signifie que nous avons une vision de l'éducation, une vision de l'école qui est plus que contestable. On n'est pas là pour faire des enfants des machines ou pour faire de bons apprenants, ou seulement de bons apprenants. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, mais il y a aussi des valeurs, la question du vivre ensemble, la question du respect. Voilà, toutes ces questions-là doivent aussi entrer en ligne de compte. Donc ces trois piliers me semblent essentiels. Et ça me fait rebondir sur une phrase que j'ai lue là dans le livre de la discipline positive. Alors je sais pas si le fait je rebondis à juste titre ou pas, mais ça me fait penser à ça. En fait, l'auteur nous interrogeait sur la liste des qualités qu'on aimerait que les enfants développent. Et elle nous invitait à se poser la question qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour les enfants. Alors je sais pas si je rebondis à juste titre ou pas, mais voilà, ça me fait rebondir là-dessus. Et je pense que c'est vraiment important de se poser cette question déjà, avant quand on travaille avec des enfants, voilà, de se dire alors mais quelle est la liste des qualités que j'aimerais qu'ils développent. Voilà. Alors oui et non. Dans le sens où oui, parce que oui, bien sûr, dans le sens où qu'est-ce que nous souhaitons, quel projet nous avons, quel projet collectif nous avons, et en même temps nous ne savons pas ce que la société de demain sera. Et alors ça, c'est l'option qui est prise par exemple par Maria Montessori, et elle dit ce qui compte dans l'éducation, c'est pas tant de forger un mini-adulte que de forger un être au présent, déjà bien dans ses baskets, j'allais dire, et que équilibré psychiquement, équilibré avec les autres et dans son rapport au monde, pour qu'ensuite il devienne un citoyen éclairé. Et que la question des valeurs vienne, alors si vous voulez, c'est je dirais des valeurs, oui, mais des valeurs qui ne ferment pas, c'est-à-dire des valeurs qui puissent permettre
de construire avec les autres et qui ne ferme pas la question de la liberté et de la créativité de l'enfant. Parce que une des choses les plus couramment que l'on considère couramment dans l'éducation, c'est de se dire voilà, moi adulte, je décide ce qui est bien pour l'enfant et puisque c'est pour ton bien, je vais agir de telle ou telle manière ou je vais te demander de te taire ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire la question de la suprématie de l'adulte sur l'enfant peut se faire aussi au nom des valeurs. Donc il y a toujours une tension entre ce que moi adulte je souhaite et ce que l'enfant est, et c'est la question de la liberté de l'enfant aussi qui est ici en jeu. Donc comment est-ce on met en tension toutes ces questions-là? En fait, on est au cœur des questions éducatives là. Oui. Et c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Oui. Qui se résolvent pas comme ça en une heure. en une heure. Mais c'est très intéressant. Je sais pas si du coup j'ai été claire. Mais Si. Mais j'ai l'impression que, en fait, si j'ai bien compris, la personne, enfin, on est tous différents, et ce que nous on a vécu, en tant qu'individu, aura un impact dans le choix des valeurs qu'on voudrait transmettre aux enfants. C'est ça que vous vouliez dire ou? Non, je voulais plutôt dire que la question des valeurs des adultes est souvent peut être un prétexte à l'entrave de la liberté de l'enfant ou l'entrave de l'expression de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire que au nom, alors là, je vais loin, bien sûr, on est dans une conception peut-être un petit peu caricaturale, mais je pense par exemple au bouquin d'Alice Miller qui s'intitule C'est pour ton bien, où elle montre comment les pédagogues, notamment un certain nombre de pédagogues du 19e siècle, ont justifié les violences éducatives au nom du bien de l'enfant et donc au nom d'un certain nombre de valeurs tout de même. Alors bien sûr, ces valeurs sont discutables quand on les regarde, on dit voilà, on n'est pas d'accord avec ça, mais je voulais juste souligner que parfois, la position d'éducation de l'adulte, au nom de l'éducation, on peut aussi faire des choses qui, en fait, confortent l'adulte dans ce qu'il est et qui l'amènent à ne pas se remettre en question. Et je crois que un des rôles de l'enfant, c'est aussi de mettre en question l'adulte et lui dire regarde ce que tu fais là, il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu pourrais pas t'améliorer dans ta manière d'être, et que l'enfant il nous bouscule et qu'il est là aussi pour ça, heureusement, parce que si ça fait avancer tout le monde, sinon il y aurait plus beaucoup d'espoir. Oui, j'ai eu tous les mercredis j'accueille des enfants pour mes ateliers et un petit garçon qui a toujours le sourire, qui arrive toujours, qui est toujours agréable, vraiment sans aucune difficulté. Un matin, il est arrivé très en colère. Mais quand je dis très en colère, c'était vraiment difficile. Il a essayé de me taper, et en fait, sa colère a déclenché de la colère chez moi. Et du coup, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à prendre de la distance et à me dire, ce matin, il est en colère. Je sais pas ce qu'il a vécu avant d'arriver, mais c'est sûrement dû à ça. Ça n'a rien à voir avec, avec ce que moi je vis. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, avant, je me serais pas posé la question. J'aurais ressenti de la colère, j'aurais peut-être même pas été capable de me dire je suis en colère. Là déjà, j'ai été capable d'identifier mon émotion et de me poser la question, de me dire mais pourquoi là je suis en colère, pourquoi sa colère me déclenche de la colère également. Donc en fait, j'ai l'impression que quand on travaille avec des enfants, on travaille aussi énormément sur nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Alors, je crois aussi ce qu'il faut dire peut-être pour nos auditeurs, c'est que tout ce qu'on dit là est aussi particulièrement valable pour les enfants petits. Et ça, je trouve que c'est important de le redire, parce que je crois que dans la vision un petit peu générique qu'on a de l'enfant générique a 8-9 ans, quoi, à peu près. Il a entre 7 et 9 ans, en tout cas il a passé l'âge de raison, et souvent quand on tient des discours autour du respect de l'enfant, l'expression de l'enfant, on a tendance à oublier le fait que, par exemple, dans la pédagogie Montessori, elle parle surtout beaucoup des enfants petits, et que l'enfant petit peut-être demande un autre rapport, un autre lien et un autre type d'intervention, ou en tout cas un type d'intervention un petit peu différent que l'enfant plus grand. Je pense que c'est important de le dire. Et oui, je crois que l'enfant nous met en question, ce qui n'empêche pas, je pense, pour pondérer tout ce qu'on vient de dire,
que ça n'empêche pas le vécu de la frustration, ça n'empêche pas de la part de l'adulte le fait de dire non. Parfois, le fait de dire non, là, ce que tu fais, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, qu'il y a aussi des règles, et ça existe, c'est aussi important ça dans l'éducation. Et donc voilà pourquoi c'est toujours, on est en plein dans l'art de l'éducateur, et voilà dans l'art qui est, encore une fois, c'est pas juste un art, ça peut aussi être décrit de manière objective. Voilà, je suis pas tout puissant avec l'enfant, et l'enfant il a une capacité à me remettre en question. Je pense au petit bouquin de Korczak qui se lit très facilement, qui s'appelle Le droit de l'enfant au respect. Nous avons fêté les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant le mois dernier, et dans ce petit livre qui se lit très bien et qui est vraiment absolument lumineux, Korczak répète que la particularité de l'adulte, c'est qu'il ne se remet pas en question. Il considère que s'il y a un problème, ça vient de l'enfant. Ça ne peut jamais venir de lui. Et que la question des valeurs peut parfois masquer cette posture de toute puissance de l'adulte. Mais encore une fois, remettre en question la toute-puissance ne veut pas dire, n'est pas synonyme de laisser-faire total et de laxisme total. Je préfère le dire parce que parfois, on peut croire que voilà, dans ce type de discours, il n'y a pas de loi, et il n'y a pas la question de la frustration qui est essentielle pour en fait faire entrer l'enfant dans la culture. C'est la psychanalyse qui nous dit ça. Mais moi, j'avais profité de cette situation pour réfléchir sur mes émotions, mais ça ne m'avait pas empêché de lui dire, là, je vois que tu ressens, je pense que tu ressens de la colère, est-ce que tu me confirmes, est-ce que c'est bien ça? Mais là, par contre, me taper, c'est juste pas possible. Tu peux être en colère, tu peux ressentir de la colère, mais tu ne peux pas me taper. Voilà, c'est un peu je trouve le cadre, parce que souvent, un des mythes aussi de la pédagogie Montessori, les gens qui ne connaissent vraiment pas pensent que les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent, qu'il n'y a pas de cadre. Et alors qu'en fait, il y en a un, quoi. Voilà. Oui, alors on revient à la légende noire et la légende dorée, en fait, c'est-à-dire la question des mythes. Un des mythes, effectivement, autour de la pédagogie Montessori, c'est côté, alors je ne sais pas si c'est côté légende noire ou légende dorée, c'est soit le laxisme, soit au contraire une rigidité à outrance. Et en fait, quand on regarde les choses, c'est vrai que les deux sont possibles dans cette pédagogie, mais peut-être comme dans toute pédagogie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'une forme on laisse faire, on laisse tout faire, et on oublie qu'il y a aussi un cadre, quelque chose de structurant qui est nécessaire pour que l'enfant grandisse. Et en même temps, d'être trop rigide, c'est pas non plus l'esprit dans lequel est pensée cette pédagogie. Et je pense que c'est notre rôle d'adulte quand on travaille avec des enfants, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre fermeté et bienveillance, mais pour pas tomber justement dans le laxisme ou dans la rigidité, vraiment de trouver ce juste milieu. Je crois que souvent on oppose la bienveillance où on considère que la bienveillance serait de la complaisance, par exemple, et je crois que on peut poser un cadre tout en étant bienveillant, c'est-à-dire on peut toujours être bienveillant. C'est pas après, c'est sûr que ça suppose un certain savoir-faire, je crois, qui s'apprend, qui s'expérimente, et on s'improvise pas éducateur bienveillant comme ça, et surtout il suffit pas de le dire pour le faire. Oui, ça demande vraiment un travail sur soi aussi. Quand on a enseigné d'une manière traditionnelle pendant des années et sans entendre parler de tout ça, quand on peut avoir cette prise de conscience et de se dire « Ah oui, moi j'ai envie de trouver ce juste milieu et de faire autrement », mais c'est pas parce qu'on a envie de le faire qu'on y arrive en fait. Ça peut prendre des années. Alors oui, effectivement, le fait de le dire ne suffit pas. En revanche, je pense qu'on peut être bienveillant aussi dans un cadre classique. C'est pas parce qu'on est dans un cadre classique qu'on sera pas bienveillant. Je crois que la bienveillance, elle relève avant tout de la relation et de la relation humaine. Et ça peut se faire aussi ça peut se faire dans n'importe quel type de pédagogie. En revanche, c'est sûr qu'il y a des types d'organisation de la classe qui vont générer de fait une décentration de l'adulte de manière beaucoup plus radicale ou moins radicale selon les choix d'organisation qu'il peut y avoir. Et donc, je dirais, pour peut-être nuancer ce que vous venez de dire, la question de la bienveillance, elle peut se mettre en place dans n'importe quelle pédagogie, et heureusement, mais dans certaines pédagogies où
où la question du libre choix, par exemple, est beaucoup plus grande. De fait, il y a un mode d'organisation qui suppose, de la part de l'adulte, une forme de lâcher prise en termes d'organisation et de supervision. L'adulte ne peut plus de fait, quand il y a individualisation du travail, mais c'est pas le cas que chez Montessori, c'est le cas aussi chez Freinet, par exemple, lorsqu'il y a individualisation du travail ou personnalisation des parcours. De fait, l'enseignant ne peut plus tout superviser. Mais c'est pas tout à fait la même chose que la question de la bienveillance. Oui. C'est autre chose. Oui. Mais des fois, l'organisation d'une classe traditionnelle où où l'adulte va transmettre un savoir à tous les enfants en même temps ne va pas permettre un exemple tout bête, mais un enfant qui a envie d'aller aux toilettes pendant une leçon d'un cours magistral, forcément ça va pas être possible, ça va perturber, l'adulte aura tendance à lui dire non, attends la récré parce que là tu vas rater quelque chose. Alors que dans une pédagogie avec du libre choix où chaque enfant travaille sur des sujets différents, si un enfant va aux toilettes à un moment, ça ne perturbera pas toute la classe, vous voyez. Donc je pense que l'organisation de la classe peut des fois aller à l'encontre des besoins, parce que aller aux toilettes, voilà, ça fait partie vraiment des besoins de base, et un adulte peut avoir tendance à dire non, ça c'est que au récré que tu peux y aller, et donc à limiter sa liberté pour ne pas perturber le fonctionnement de la classe. Oui, alors là nous sommes dans la question de l'organisation pédagogique et didactique, du rapport au savoir et donc de l'organisation du temps et de l'espace. Je dirais plutôt que la question c'est le temps, à qui appartient le temps à l'école? Est-ce qu'il appartient au maître, au professeur? Est-ce qu'il appartient aux élèves en collectif? Est-ce qu'il appartient aux élèves chacun individuellement? Je crois que ça c'est une question cruciale en réalité. À qui appartient le temps à l'école? Qui fait le temps? Le temps et l'espace, à qui ils appartiennent? Je crois que c'est une vraie question de fond et c'est une question qui peut parler à tout le monde, quelle que soit la pédagogie que l'on porte ou que l'on choisit ou des mixages que l'on peut faire ou que l'on choisit. Je crois que là on tombe sur des questions universelles, universelles dans le sens valable pour toutes les personnes. Voilà, à qui appartient le temps? Je sens que vous allez vous lancer cette bouteille à la mer, mais vous n'allez pas y répondre. Je crois que le temps il est collectif, c'est-à-dire nous sommes dans un lieu donné, nous sommes un collectif et que le temps appartienne exclusivement au maître me semble potentiellement problématique. S'il n'appartient que aux élèves, eh bien on peut tomber dans les questions de laxisme dont on parlait tout à l'heure. Sans doute, la question est d'une espèce de débat réglé autour du temps entre les élèves et le professeur avec un curseur en réalité. Et cette question du où on met le curseur par rapport au temps, c'est où on met le curseur aussi par rapport à la question de la liberté aussi. Oui, ça va ensemble. Ça va ensemble, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, avant de repartir sur des questions plus, un peu plus, personnelles, en tout cas professionnelles, je voudrais vous parler des kits, vous en aviez parlé dans la conférence, et ça, je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Les kits qu'on trouve, donc les coffrets qu'on trouve, sur la pédagogie Montessori, dans le commerce. Alors. La première chose qu'il faut dire sur cette histoire de kit, c'est, je pense que maintenant ça commence à se savoir, mais c'est important de le redire, il n'y a pas de labellisation autour du nom Montessori qui n'est pas protégé. Donc ça veut dire que demain vous pouvez écrire un livre, faire des coffrets en utilisant le mot Montessori, personne ne viendra vous causer de problème. C'est important de le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues au nom de Montessori qui sont en fait qui ne correspondent pas à la lettre de la pédagogie. Et alors ce que j'appelle la lettre de la pédagogie, c'est toute la tradition pédagogique qui s'est transmise depuis plus de 100 ans, donc qui a aussi évolué depuis plus de 100 ans. Une tradition pédagogique, c'est pas seulement des écrits, c'est aussi des choses qui se transmettent de praticien à praticien avec une formation particulière. Et donc, quand je parle de ça, de cette tradition pédagogique-là, c'est de tout ça dont je parle, donc des pratiques aussi qui se transmettent. Donc tout ça n'est pas
n'est pas protégé et ne correspond pas forcément à ce qu'on... Tout ce qui se dit Montessori n'est pas forcément du Montessori. Ça, c'est important de le savoir. Alors ensuite, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que la question des kits me paraît problématique parce que justement, elle perpétue le mythe de la méthode miracle et de la méthode qui marche. C'est-à-dire, donner tel kit à votre enfant et il saura lire en 2 semaines. Bon, je dis pas que ces kits disent ça, mais si vous voulez, on est encore une fois dans des mythes autour de la pédagogie. Ces mythes-là sont nourris par en fait les angoisses des parents et par la crise profonde que traverse l'école aujourd'hui en France. Donc, l'angoisse des parents plus l'absence de label, plus aussi une espèce de marchandisation, ça marche en fait, les questions, le marketing pédagogique fonctionne à plein pot, donc quand on met tous ces ingrédients dans la marmite, ça fait une espèce de truc complètement explosif, et qui fait croire un certain nombre de choses à des personnes qui pourraient être angoissées par ailleurs ou vouloir le mieux pour leur enfant. Donc méfiance vis-à-vis de ces kits, d'autant que, et ça sera la dernière chose que je mettrai en avant, c'est que cette question des kits fait croire encore une fois qu'on pourrait tronçonner une pédagogie en gadgets. Voilà, c'est des gadgets pédagogiques. On fait croire qu'on fait de la pédagogie Montessori en donnant un plateau, un plateau à un moment donné à un enfant. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas donner à un enfant telle ou telle chose ou que c'est mal par nature. Je suis pas dans le jugement moral, mais je dis simplement attention. C'est pas du Montessori dans le sens où la pédagogie Montessori n'est pas une suite de techniques. C'est encore une fois des techniques, mais aussi une philosophie et des pratiques, encore une fois. Et ces pratiques-là, c'est tout ce qu'en fait on a tourné autour de ça depuis qu'on parle, depuis le début de cet entretien, on parle de ça en fait, de tout ce qui supporte en fait les techniques pédagogiques. C'est pas juste des idées. C'est vraiment quelque chose de très concret, mais qui dépasse seulement la question des techniques. Je ne sais pas si je suis claire. C'est tout ce qui relève du savoir-faire de l'enseignant et qui je crois que le problème des kits, c'est qu'ils laissent entendre que les enseignants ne sont pas nécessaires d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il suffirait d'avoir des techniques et puis que ces techniques données à n'importe quel enfant à n'importe quel moment, ça marcherait, mais c'est pas ça du tout. Donc c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur la question du cerveau. Pour moi, c'est la même logique. Oui, ça laisserait croire que le matériel peut suffire et qu'un enseignant qui a dépensé beaucoup d'argent dans le matériel pourra dire moi je travaille, j'ai une classe Montessori en fait. C'est ça en fait que vous voulez dire. Non, c'est pas une question de reconnaissance dans Montessori ou pas. C'est plutôt de considérer que des techniques suffiraient à faire. Si vous voulez, c'est la question de l'efficacité qui est en jeu. C'est-à-dire, on considère que donner telle ou telle chose permettra une certaine efficacité dans le savoir. Or, la question de l'efficacité ne se réduit pas à des techniques. On n'apprend pas à lire à un enfant simplement en lui donnant... on revient au Doliprane dont je parlais tout à l'heure. Mettre la pédagogie Montessori en kit, le truc c'est que ça marche bien parce que c'est faisable, parce qu'il y a du matériel. Alors c'est une aubaine pour des gens qui chercheraient à gagner de l'argent autour de cette pédagogie, parce qu'on peut tronçonner en matériel. Alors du coup on tronçonne et on fait croire qu'il suffirait de donner ça comme on donne un Doliprane pour ne plus avoir mal à la tête. Mais l'éducation, c'est pas un Doliprane, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, d'accord. Et j'aurais voulu aussi vous demander pour terminer le podcast, quels étaient vos projets dans les 5 prochaines années, 3, 4, 5 prochaines années, professionnelles bien sûr. Alors c'est vaste. Pour l'instant, ce qui se profile, c'est de continuer ce que j'ai commencé depuis un certain nombre d'années. Je vais commencer par terminer ce que j'ai commencé ou continuer ce que j'ai commencé. Donc, je pense que je vais continuer d'explorer cette question des femmes pédagogues parce que finalement, c'est ce qui me tient
depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai entamé un travail autour du travail des mères, autour de l'éducation nouvelle ou de l'éducation différente dans l'histoire. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Bon, puis par ailleurs, j'ai entamé un travail de fond sur l'histoire de la réception de Montessori en France. Donc ça, je continue. Je pense que ça va me prendre un certain nombre d'années parce que tout reste à faire. Donc j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche. Oui, donc en fait, vous avez plusieurs sujets de recherche. En tant que chercheur, vous avez plusieurs sujets, si je comprends bien. Oui, j'ai plusieurs sujets. Après, j'ai un fil rouge. Disons 2 fils rouges. Le premier fil rouge, c'est la question des femmes pédagogues. Voilà, cette question-là. Et puis le deuxième fil rouge, qui est la question de l'éthique. Et à partir de là, effectivement, il y a un certain nombre d'objets qui viennent, en fait, quand je tire le fil. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais vous demander donc un coup de cœur ou un coup de gueule, une citation et un livre dont vous aimeriez nous parler. Alors, un coup de cœur. Quand on avait discuté au mois d'août, je vous avais parlé de la question de la violence éducative. J'avais trouvé qu'il y avait quelque chose qui bougeait autour de cette question-là. J'aimerais mentionner un film sorti récemment qui s'intitule « Même qu'on est imbattable », qui me semble tout à fait important à voir, qui est donc un documentaire qui a été tourné en Suède, dans un pays où il y a l'interdiction des châtiments corporels en direction des enfants depuis un certain nombre d'années déjà, et qui montre ce que ça donne. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Je trouve que c'est à mettre devant tous les yeux, à réfléchir autour de cette question. Le film de Marion, on peut peut-être donner le nom de l'auteur, Marion Querc, pour les auditeurs. C'est ça, Marion Querc, je crois. Oui, ça doit être ça. Je l'ai plus à l'esprit là. Ensuite, rappelez-moi, il fallait que je... Une citation. Alors, une citation. C'est une citation que je donne souvent, que j'ai déjà donnée plusieurs fois de Montessori. Donc, on va rester dans l'air de ce podcast. C'est la fin de l'ouvrage L'Enfant qui a été publié en 1936, d'ailleurs en français. Il est paru en premier en français, et c'est quasiment la fin. Je me demande si c'est pas la toute fin de L'Enfant, et je lis cette citation. Père et mère dorment toute la vie. Ils ont tendance à dormir sur toute chose. Il faut un être qui agisse différemment et qui vienne dire chaque matin « Il y a une autre vie que tu as oubliée. Apprends à vivre mieux. L'homme dégénérerait sans l'enfant qui l'aide à s'élever. Si l'adulte ne se réveille, peu à peu, une dure écorce le recouvrira et le rendra insensible. » Voilà, je trouve que cette citation fait tout à fait écho à la discussion que nous avons eue. Et pour terminer, un livre qui vous inspire et que vous aimeriez partager. Un livre qui n'a rien à voir avec, en tout cas qui n'a rien à voir avec la question de la pédagogie. J'aime beaucoup Haruki Murakami, un auteur japonais. Alors c'est un ouvrage qui date un petit peu, puisqu'il doit dater de presque d'un certain nombre d'années, peut-être plus de 10 ans, qui s'appelle Kafka sur le rivage. C'est une sorte de long poème sur le cheminement d'un personnage qui s'appelle Kafka Tamura. C'est l'histoire d'une amitié, une histoire de chat, de livres et de musique qui est particulièrement belle. D'accord. Et merci beaucoup, Bérangère. Merci à vous. Au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. J'apporte une petite correction. Dans l'introduction, j'ai parlé de l'ESP de Créteil, mais maintenant on parle plus d'ESP mais d'INSPE, donc les instituts, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Voilà, juste un petit détail. Je vous invite à prolonger cette discussion, ou en tout cas à creuser un peu encore plus le sujet, en allant voir la conférence que Bérangère avait donnée pour l'Assemblée Générale de l'Association Publique Montessori. C'est une conférence en 3 parties qui est très très riche, donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Et je fais partie de l'association Publique Montessori, donc si jamais vous avez envie de rejoindre le groupe que j'ai créé sur Dijon, n'hésitez pas. Et si jamais vous n'êtes pas sur Dijon, sachez que vous retrouverez sur le site tous les groupes. Il y en a plusieurs en France, donc j'espère qu'il y en a un près de chez vous.
Donc n'hésitez pas à aller chercher toutes ces informations sur le site. Et si vous voulez rejoindre le groupe de Dijon, vous pouvez me contacter sur montessori-apprendreautrement.com. Voilà, et je vous dis à bientôt.